de relations internationales à l'université de Tel Aviv et auteur de l'histoire diplomatique d'Israël, l'étoile et le sceptre que je montre à la caméra. C'est publié aux éditions Hermann et je ne sais pas si le chapitre consacré aux accords d'Abraham est important dans votre livre, Emmanuel Navon, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui évolue de manière spectaculaire. On a fait en quelques mois des progrès qu'on n'avait pas vus depuis la création de l'État d'Israël. Tout à fait. Je pense que c'est effectivement une évolution historique sans précédent qui va bien au-delà des accords de paix que nous avions eus il y a 43 ans avec l'Égypte et il y a maintenant plus de 20 ans avec la Jordanie. Là, on parle véritablement d'une normalisation qui va depuis le Maroc jusqu'aux Émirats arabes unis. Donc qui couvre en fait l'ensemble du monde arabe, même si ça n'inclut pas encore tous les pays arabes. Mais je crois que ce qui est important de comprendre aussi, Jean-Charles, c'est qu'on voit véritablement que parallèlement à ce qui semble être la conclusion prochaine de l'accord de Vienne par les États-Unis et les grandes puissances, eh bien parallèlement les États-Unis sont en train de bâtir une architecture de défense face à l'Iran, avec leurs alliés dans la région, mais des alliés qui sont unis également, pas seulement à cause de la menace iranienne et du programme nucléaire iranien, mais également à cause du besoin des pays rentiers pétroliers de diversifier leur économie grâce à la technologie. Et là encore, ils ont besoin d'Israël pour cette diversification économique et technologique. Et puis, dernier point, on a entendu également un message très important du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, qui en fait a dit, mais nous sommes cousins, vous faites partie de la région et il est temps qu'on se connaisse. Et cela est très différent de la propagande du nationalisme arabe des années 50 ou 60 qui était menée à l'époque par Nasser, qui tentait de présenter les Juifs comme étrangers à la région, ou bien, encore une fois, la propagande soviétique des années 70, qui avait collaboré justement avec ce nationalisme arabe qui tentait de couper les Juifs du passé et de la région. C'était la fameuse résolution de 75 à l'Assemblée générale des Nations unies, assimilant le sionisme au racisme. Et bien là, on voit qu'il y a un tout autre discours, dans cette partie en tout cas du monde arabe, qui consiste à dire, eh bien oui, vous faites partie de cette région, nous sommes tous cousins, et il est temps effectivement de le reconnaître, et ça c'est une évolution symbolique très forte, mais très importante aussi. Voilà, rattraper le temps perdu, hein, c'est l'expression qui a été entendue aujourd'hui notamment. Alors, on n'a pas entendu beaucoup parler dans les déclarations, en tout cas d'après-sommet de l'Iran, mais nul doute qu'il en a été question dans les réunions, on va dire, confidentielles et fermées aux caméras qui ont eu lieu. Est-ce que vous pensez que les Américains ont pu donner quelque chose aujourd'hui qui rassure un petit peu ces pays, notamment ceux du Golfe et Israël, inquiets de cet accord ? Oui, et je pense aussi que l'administration Biden elle-même ne se fait aucune illusion sur cet accord à Vienne. C'est-à-dire que les Américains savent très bien qu'avec ou sans accord, de toute façon, aujourd'hui, l'Iran est un pays qui est au seuil de l'arme nucléaire. Cet accord, s'il est signé, aura pour but uniquement d'essayer de repousser un peu l'échéance, d'avoir une certaine coordination avec les autres puissances, mais l'Iran a déjà dépassé le seuil de non-retour de toute façon. Et donc les États-Unis, parallèlement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la signature probable de cet accord, veulent effectivement construire une architecture, je ne dirais pas une alliance, parce qu'une alliance, ça ne doit pas être l'OTAN, mais une architecture de défense contre l'impérialisme iranien qui lui-même est soutenu en toile de fond par l'impérialisme russe et également par le soutien économique de la Chine. N'oublions pas que cette architecture régionale que les États-Unis sont en train de construire avec Israël et les pays sunnites, elle a lieu également avec, comme je l'ai dit, en toile de fond, cette confrontation géopolitique entre les États-Unis, les Européens et l'Occident en général d'une part, et puis évidemment la Chine et la Russie d'autre part, deux pays qui soutiennent l'Iran et qui ont permis à l'Iran de contourner finalement les sanctions américaines. Donc il y a là véritablement, avec la guerre en Ukraine et ce renforcement de cet affrontement global entre les États-Unis, la Chine et la Russie qui essaient de remettre en cause l'ordre anglo-saxon, comme on disait dans les années 30 ou 40, ou l'ordre américain, eh bien c'est également dans ce contexte que les États-Unis viennent renforcer de façon très claire leur système d'alliance avec ces nouveaux accords de paix entre Israël et les pays arabes au Proche-Orient. Dernière question, on a entendu parler par contre des Palestiniens, notamment dans la bouche d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, les Américains qui veulent à tout prix que les Palestiniens ne soient pas mis à l'écart de ces accords d'Abraham. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, c'est-à-dire le jour où les Palestiniens voudront se joindre à la paix, ils sont invités à le faire. Malheureusement, ils n'ont jamais fait ce choix.
Mais cette normalisation ne contredit pas effectivement une normalisation également avec les Palestiniens. Le problème, c'est que leur leadership aujourd'hui, on sait très bien que Mahmoud Abbas avait été élu pour 4 ans en 2005. Il a aujourd'hui plus de 84 ans. Son régime s'effondre complètement. Il ne contrôle pas la bande de Gaza. Mais encore une fois, les pays arabes eux-mêmes sont intéressés d'améliorer la vie économique des Palestiniens, de les associer à cette normalisation. Et malheureusement, Mahmoud Abbas lui-même essaie de bloquer les projets de développement économique qui sont promus par le Bahreïn et par les Émirats arabes unis. Il a essayé de bloquer cette architecture régionale du gaz naturel entre Israël et les pays de la Méditerranée auxquels les pays du Golfe voulaient se joindre. Et Mahmoud Abbas a voulu mettre un veto à ce que les Émirats arabes unis se joignent justement à ce club du gaz naturel de la Méditerranée orientale. Donc évidemment qu'il n'y a pas de contradiction. Mais le problème ici, il est avec le leadership palestinien qui reste bloqué, je dirais, dans le narratif des années 70 et 80 et qui ne semble s'être toujours pas adapté à cette nouvelle réalité du Proche-Orient. Les pays arabes, en fait, disent aux Palestiniens, nous avons cessé de vous attendre éternellement et d'être bloqués dans notre normalisation, mais le jour où vous voudrez changer de phase et vous joindre à la paix, eh bien vous serez les bienvenus. Merci beaucoup pour cet éclairage, Emmanuel Navone, professeur de relations internationales. Je remonte la couverture de votre livre, L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël, publié aux éditions Hermann. Préface de Yitzhak Herzog. Et préface d'Yitzhak Herzog, le président actuel de l'État d'Israël, avec d'ailleurs une couverture qui est en plein dans l'actualité de ces accords et de ce sommet du Negev. Merci. On va voir une image aujourd'hui d'ailleurs à Ramallah.